En effet, ce panel, et je m'en désole, est exclusivement masculin, mais peut-être que l'année prochaine, Mohamedou sera plus attentif à la constitution de ces panels. D'ailleurs, je le remercie de m'avoir proposé de modérer cette table ronde. Je suis à double titre désolé, d'abord parce que aujourd'hui c'est une nécessité que d'avoir effectivement de la mixité dans les paroles que nous pouvons porter sur tous les sujets. Deuxième chose, et peut-être que nous y reviendrons à un moment ou à un autre au cours des ATDA, je suis moi-même particulièrement engagé, ça sera le sujet d'ailleurs du dîner de gala de ce soir, particulièrement engagé sur les sujets de féminisation de ces métiers du numérique à travers une initiative en France, mais qui appelle justement à se déployer à l'international, une initiative qui s'appelle Femmes at Numérique, en faveur de la féminisation des métiers du numérique. Et ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, je pourrais leur en parler. Merci. Mais tout de suite, sujet qui est chapeau par rapport à celui de la féminisation des métiers du numérique, éducation, formation, apprendre au XXIe siècle. Alors la population africaine, vous connaissez tous ces chiffres, la population africaine va croître de manière extrêmement importante dans les décennies qui viennent, passant de 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui en 2017 à potentiellement 2,5 ou 3 milliards aux alentours de 2030-2050. Ces chiffres sont particulièrement impressionnants. Ce doublement de la population en si peu de temps entraînera bien entendu des changements majeurs sur le continent africain, avec une jeunesse aujourd'hui qui est de 60% de moins de 25 ans, et aux alentours de 2030-2050, ça sera 70 à 80% de la population qui aura moins de 25 ans. Et donc ces sujets d'éducation et de formation deviennent absolument prégnants. C'est un immense défi qui se présente collectivement, à nous tous, auquel il faut que l'on s'attache à répondre par un changement complet des paradigmes éducationnels. L'éducation et la formation seront bouleversées et dépendront moins des institutions qui, a priori, face à ces défis considérables, ne seront pas en mesure d'apporter les réponses adaptées, que des individus, de chacun de nous-mêmes, et de leur capacité également qu'on leur donnera à apprendre avec des outils qui seront mis directement à leur disposition. De leur capacité à s'adapter, à entreprendre dans un monde ouvert et concurrentiel. L'Europe, et je le dis parce que là aussi, au titre du SIGREF, nous avons cette conviction, serait bien inspirée d'apporter sa contribution pour répondre à ces défis, car sinon, sans réponse adaptée, collectivement élaborée, eh bien les difficultés auxquelles sera confrontée l'Afrique ne laisseront pas indemne la stabilité des relations entre nos deux continents. Et donc, il y a une urgence, je dirais, stratégique pour que collectivement, nous puissions commencer à tracer les pistes qui permettront de répondre à l'ensemble de ces défis. Alors pour tracer justement ces pistes, pour appréhender ce sujet, j'ai le plaisir d'animer ce matin une discussion avec 5 personnalités qui sont déjà sur scène, qui vous ont été rapidement présentées, mais que je vais me permettre de présenter un petit peu plus, car je pense qu'il est important de savoir d'où ils parlent. Vous savez, dans les années 50, c'était le Parti communiste qui disait « Camarade, d'où tu parles ?» Je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, il faut toujours... C'est la seule chose de mes cours de marxisme que j'ai retenu, d'où l'on parle. Et c'est toujours très important. Donc je commence par Joël Courtois. Voilà, Joël Courtois est docteur de l'université Paris 6 en informatique, spécialiste en intelligence artificielle, justement. Et après un passage par l'industrie, il a rejoint l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, il est donc directeur général de l'EPITA depuis 1997. Il a travaillé donc sur différents sujets, la recherche, les majeurs technologiques, l'apprentissage, l'entrepreneuriat, la formation continue et l'internationalisation des cursus, nous y reviendrons. Monsieur Cissé Kane, qui est au milieu, qui est consultant international sur les questions de développement. Il est titulaire d'un doctorat en géographie des universités de Genève et d'Utrecht, d'une licence de lettres et d'un postdoc en système d'information. Il a une expérience professionnelle de plus de 15 ans en tant que directeur de projet ou de programme sur le développement des technologies de l'information et de la communication dans les pays en développement.
Et aujourd'hui, il est membre fondateur de plusieurs organisations, notamment le réseau panafricain Société civile africaine pour la société de l'information, dont il est président. Alain Ducasse, à côté de moi, est diplômé de l'école polytechnique et après 40 années de service dans la fonction publique française, qui l'ont amené à travailler dans les services du Premier ministre et dans plusieurs ministères, collectivités locales, agences publiques, Alain est désormais chef d'entreprise, président d'Énergétique. Et il est par ailleurs consultant à la Banque africaine de développement sur les thèmes de la transformation énergétique et numérique en Afrique. Redouane El Aloui, à côté, a occupé différents postes dans l'informatique, expert, architecte, chef de projet, directeur de projet dans différents groupes nationaux ou internationaux. Il a créé RedTIC, une société de services informatiques basée à Casablanca et à Lyon. Et Redouane est également délégué général de l'association 10 000 codeurs dont l'objectif est de former 10 000 jeunes dans les métiers du développement et de la programmation des applications sur le continent africain. Ce programme a démarré en 2015 et a permis déjà de former des jeunes au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Enfin, Mohamed Saïdi est diplômé de l'École nationale supérieure d'informatique d'Alger. Il est aujourd'hui le PDG de Big Informatique, leader en édition de logiciels de gestion depuis 25 ans. J'ai appris que Big ne voulait pas dire big, mais voulait dire business, ingénierie, bureautique, ingénierie, gestion. Voilà, merci. Bon, vous l'aurez... Mais c'est big quand même. Vous l'aurez constaté, cette table ronde n'est que masculine. Voilà. Messieurs, nous allons nous en désoler, mais nous allons quand même travailler devant vous. Et donc, je vous propose de structurer notre entretien en 2 temps. D'abord en brossant le tableau de la situation à venir de l'éducation de la jeunesse en Afrique, et ensuite en esquissant peut-être quelques pistes de solutions. Donc, je vais tout de suite me tourner vers Cissé Kane pour vous demander de nous décrire la situation à laquelle, en matière d'éducation, l'Afrique est aujourd'hui confrontée, actuellement et pour les années qui viennent. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très content d'être ici en tant que président de AXIS. C'est le réseau panafricain des organisations de la société civile qui travaille dans les nouvelles technologies depuis 2003 dans le cadre du processus du sommet mondial sur la société de l'information. Et je remercie beaucoup mon frère et ami Mohamedou Diallo de m'avoir invité à ce panel et de m'avoir invité aux ATDA. Et je le félicite pour son initiative qui nous permet de réfléchir en France sur l'avenir de la transformation digitale en Afrique. En tant qu'Africain et en tant que président du plus grand réseau panafricain des technologies de l'information, des organisations de la société civile, je parlerai surtout des défis qui ne sont pas forcément liés aux technologies de l'information, mais qui sont des défis qui, s'ils ne sont pas pris en compte, remettront en cause le succès de cette transformation digitale. Je pense que nous sommes en train de rater complètement le coche en Afrique sur les défis de la transformation numérique. C'est une révolution, on ne peut pas l'ignorer. C'est quelque chose qui n'a peut-être jamais eu lieu depuis un siècle. On n'a jamais vu la société se transformer avec autant de violence et autant de rapidité. Mais ce que je constate en tant qu'observateur, humblement, c'est que on a des défis qu'on n'a pas réglés. On est en train de surfer sur cette vague-là de nouveautés et d'essayer d'aller avec le courant, et puis on essaie aussi de regarder ailleurs. Parce que la société de l'information, quand elle a commencé il y a 15 ans, 18 ans, on était tous au même endroit, au même niveau. On avait des problèmes de connexion, d'accès à l'ordinateur. Mais après 20 ans environ, on voit qu'il y en a qui sont à 90% de connexion. Il y en a qui sont encore à 3%. Vous prenez la RDC ou le Tchad, c'est autour de 10% de connexion.
Donc, on nous parle ici d'intelligence artificielle, mais moi j'ai envie de dire, le secteur des télécoms, c'est là où il y a le plus d'argent au monde. Il y a le plus de ressources financières. Et on vient nous applaudir comme un enfantillage, quoi, pour nous dire, oui, vous êtes à 400% de connexion mobile, bravo l'Afrique, bravo l'Afrique. Mais on ne règle pas les vrais problèmes. C'est d'abord la connexion, l'accès. Si vous comparez le coût de la connexion entre la France... Mais monsieur Khan... Laissez-moi terminer juste oui, là-dessus. oui. Non, mais je voulais justement préciser, pour vous, ce problème de connexion est d'abord la condition préalable à la transformation de l'éducation en Afrique. Entre autres, le premier défi, c'est le défi de l'accès. Il y a des pays où c'est 3%. Vous prenez la RDC, le Tchad, le Bénin, vous regardez très bien. Je ne parle pas de connexion mobile. Le deuxième défi, c'est le défi des langues nationales. Toutes les communications, toutes les grandes conférences, tout est à 90% en anglais. Donc il y a une bonne partie de la population, il est out. Actuellement, dans cette salle, il y a combien de jeunes de moins de 25 ans? Est-ce que vous pouvez lever la main? Moins de 25 ans. Il y en a 3 ici. Je vois ici, il y a des directeurs de... Ouais. Donc il y en a 4. Je vois ici, il y a des directeurs de société, il y a des directeurs d'agences de services universels de télécom. S'il vous plaît, quand vous voyagez, prenez des jeunes africains avec vous. Parce que ce qu'on dit ici, là, nous, ça ne nous concerne pas. Ça concerne notre avenir. Et ces jeunes-là, ils ont des idées, ils travaillent, ils réfléchissent. Ils ont besoin d'être là, de dire ce qu'ils pensent. On a souvent tendance à parler à leur place. L'autre défi, c'est le défi de la culture numérique. Elle n'est pas ancrée dans nos valeurs. La transformation digitale, elle doit être popularisée. Le dernier défi, c'est la mauvaise utilisation des technologies d'information. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, la plus grande porte d'entrée dans les technologies de l'information, c'est Facebook. Donc c'est du fun, c'est du gadget. C'est pas orienté vers la formation, c'est pas orienté vers l'apprentissage. Donc je veux bien parler d'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a des défis préalables qu'il faut régler. Absolument. Nous sommes là pour ça, pour parler de ces défis préalables. Et justement, je vous remercie et je vais me tourner vers Alain Ducasse pour lui demander de compléter ce tableau et de nous donner son point de vue sur ces défis auxquels l'Afrique est aujourd'hui confrontée en matière d'éducation. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que la population augmente, il y a beaucoup de jeunes, et ce qu'il faut dire, c'est que les méthodes classiques de construction d'écoles, de bâtiments ne suffiront pas à répondre aux problèmes de l'éducation, donc il faut aller chercher ailleurs des solutions de rupture, des solutions innovantes, et bien sûr, un mix de l'enseignement classique et de l'enseignement par le numérique est évidemment la voie vers laquelle il faut aller. Maintenant, quelles sont les particularités de l'éducation aujourd'hui en tenant compte donc, du numérique? Je n'y connaissais rien, et avec CEOMAG, il y a eu un colloque à Dakar sur l'éducation avec l'UNESCO juste avant, où on a bien pu échanger là-dessus, et je vais vous en donner quelques éléments de synthèse. La première chose qui m'a frappé, bon, bien sûr, c'est que dans le domaine du numérique, il y a tout un secteur, ça s'appelle les EdTech, les techniques de l'éducation. Donc l'éducation par le numérique est un secteur à part entière, comme le machine learning ou comme les fintech pour la finance ou d'autres. Donc il y a eu des progrès importants aussi à tous les niveaux, que ce soit sur l'illettrisme, les langues traditionnelles par téléphone, avec des... Enfin, il y a des tas d'innovations qui se font. Cela dit, le changement est beaucoup plus profond que ça. L'éducation avec le numérique permet, les gens de l'éducation nous disaient un petit slogan, passer du MMM, c'est pas les bonbons, au NNN. Qu'est-ce que ça veut dire? MMM, ça veut dire que l'éducation classique, tout le monde est en un même lieu, se forme au même moment et avec un groupe homogène de personnes, des mêmes types de gens. Quand on est dans le numérique, on peut passer au NNN, c'est-à-dire que des gens peuvent être formés en mode asynchrone, ils peuvent être à des lieux différents, à des temps différents, sur un MOOC ou sur tout ce qu'on voudra, et avec des niveaux différents, parce qu'on ne va pas faire un bloc, mais plein de petits blocs, et chacun va pouvoir faire. Ça, c'est une transformation profonde.
L'autre transformation majeure dont il faut tenir compte si on veut faire de l'éducation, c'est qu'en fait, les machines connaissent mieux le savoir que les hommes, que les professeurs. Le nombre de connaissances augmente très rapidement, le nombre de données stockées augmente très rapidement, et donc les connaissances, j'allais dire, ça ne va plus être le rôle des professeurs d'enseigner le savoir. Par contre, et là les machines ne savent pas faire, il faut apprendre à apprendre. Il faut que dans cet immense volume d'informations, quelqu'un enseigne aux gens à savoir trouver les bonnes idées. Oui, Alain, je suis un peu têtu et je vais revenir quand même à ma question. C'est sur la situation et sur les défis. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez le caractériser au-delà des chiffres avant de passer aux solutions? J'en suis pas aux solutions, j'en suis à dire, j'entends bien, j'en suis à dire qu'il y a un mode d'éducation qui est classique en silo qui ne convient pas. Qui ne convient pas, d'accord. Et donc je dis, voilà pourquoi il faut voir les choses un petit peu autrement si on veut que ça s'adapte. Donc je dis, la situation d'aujourd'hui en matière d'éducation n'est pas adaptée aux besoins du futur. D'accord. Merci beaucoup. Je vais passer la parole justement à Mohamed Saïdi. En tant que professionnel, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui, donc le constat, l'anatomie de la situation à laquelle vous êtes confronté en tant que recruteur, en tant qu'employeur de gens qui sont formés aujourd'hui en Afrique? Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose, c'est un domaine où tout le monde s'y intéresse, que ce soit de la question. Moi, je voulais d'abord rebondir 2 secondes sur la nouvelle école, et après je rajouterai la partie notre besoin actuel et comment qu'on va appréhender l'avenir. La nouvelle école, c'est une école qui est basée sur des plateformes qui ne sont pas la classe aujourd'hui. Donc, c'est des plateformes qui sont en online. Et l'enseignant, il est un facilitateur, il est un menteur au lieu que ça soit quelqu'un qui va donner des cours, etc. Et tout. C'est un enseignement qui va être payant. D'accord, en 40% à peu près. Donc l'État, il va intervenir pour à peu près 30%. Les entreprises vont aussi intervenir dans la formation pour payer les formations. Mais les experts disent que 50% de la formation va être personnelle. Ça veut dire que les personnes vont s'auto-former puisqu'il y a des plateformes qui sont accessibles à distance à tout moment. L'âge de formation sera un âge qui n'est pas limité, donc il y aura du long terme, 50% du long terme et 50% du court terme. Voilà, grosso modo, les programmes seront personnalisés par étudiants. Et où est-ce que nous sommes, nous, en tant qu'entreprise qui a besoin de formation, qui forme aussi les clients sur nos produits, etc. C'est sûr que c'est des outils qui vont nous faciliter la vie, puisqu'on va certainement toucher des clients qui sont très très loin. D'accord, pour les déplacements, etc. Donc on va leur offrir des plateformes de formation en online sur les produits. De l'autre côté, on pourra fournir aussi à cet écosystème nouveau de l'école future, on va fournir certainement des produits qui facilitent la gestion, surtout les techniques pédagogiques. Parce que dans la pédagogie, il y a les méthodes, il y a les techniques. Donc nous, on pourra, d'ailleurs la partie numérique de l'école va intervenir surtout dans la partie technique. Ça veut dire comment faire des exercices, comment faire des simulations, comment faire des jeux d'entreprise, etc. Là, on pourra faire appel, que ce soit à des big data ou bien à de l'intelligence artificielle, pour fournir à ce monde-là des logiciels qui pourront aider à la formation et la mise en œuvre de ces programmes-là pour du perfectionnement également. Voilà, grosso modo. Maintenant, pour notre entreprise, vous m'avez posé la question. Et oui, c'est ça, ça nous intéresse, votre expérience. L'impact, il est important parce que nous, on forme tous les... Ça veut dire tous les nouvelles recrues, on doit les former, ok, pour se positionner sur certaines plateformes d'études, de travail et tout. Et il y a beaucoup de départs. Pourquoi? Parce qu'il y a les demandes sont importantes et donc on est confronté à une formation continue.
Et donc, on a besoin de plateformes pour former en continu, même s'ils partent, au moins on en dispose toujours de personnel qui pourra fonctionner. Généralement, on a un senior qui, avec 4 ou 5 juniors qui sont là, même s'il y a un départ, on le remplace rapidement. Et on souffre dans ce domaine-là. Voilà, grosso modo. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est peut-être pour revenir sur cette question du constat que vous faites. Quelle qualité aujourd'hui vous attendez des toutes jeunes recrues qui vont arriver dans votre entreprise? Et sur quels critères, justement, vous les recrutez? Plus sur leurs soft skills, leurs hard skills, leur savoir-être dans l'entreprise, leur capacité à apprendre? Généralement, d'abord, c'est la tendance aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on appelle les aptitudes personnelles, des compétences personnelles. Ensuite, à 40%, à 30%, il faudra compter, c'est les aptitudes du know-how, ça veut dire le savoir-faire. D'accord. Et après, c'est le théorique, donc c'est l'éducatif, ce qu'il a appris dans le cursus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout dans nos domaines des informaticiens, sont pratiquement des autodidactes. Ça veut dire qu'ils apprennent beaucoup en dehors de l'école, d'accord, en dehors de l'université. Donc, ils ont ce qu'on appelle des social education, ça veut dire c'est des environnements sociaux et personnels qui se regroupent, etc. Il se passe les softwares, il se passe le savoir, il se passe les connaissances, etc. Ce qui fait, et c'est sur ces éléments-là qu'on essaye de recruter la personne sur ses aptitudes à enregistrer, à récupérer rapidement le savoir, même s'il y a de nouvelles plateformes, et à les mettre en œuvre très rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Et maintenant, je vais passer la parole à Redouane. Donc, Redouane, avec 10 000 codeurs, tu es aujourd'hui très engagé dans le combat de la formation, donc en Afrique. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles 10 000 codeurs a été créé, à partir de quel constat? Merci. J'insiste sur le constat et la situation. Merci Henri. En tout cas, je remercie Mohamedou Diallo de nous avoir invités. Honnêtement, retrouver une famille africaine au sein même d'un même lieu, ça fait vraiment chaud au cœur. 10 000 codeurs, effectivement, on est parti d'un constat. Il y a quand même des choses dans lesquelles on entend dans l'actualité, on ne l'a pas évoqué, mais c'est le drame humanitaire. On a effectivement la problématique des migrants, la problématique des gens qui prennent des pirogues et qui essaient de chercher un avenir meilleur. Donc Douglas, qui s'excuse bien entendu, qu'il n'a pas pu venir aux assises, a eu, je dirais, cette étincelle et qui nous a tous touchés, c'est ces drames. Douglas et moi-même, nous sommes tous les deux lyonnais, excusez-moi les Parisiens, et quand on s'est rencontrés, effectivement, quand il a lancé effectivement cette initiative, lui-même issu, effectivement, il a une société de formation, Obgis. Moi-même, j'ai une structure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans tout ce qui est effectivement dénicher des compétences et des talents. On est sur un métier qui est très porteur. Et j'ai beaucoup apprécié effectivement le keynote de tout à l'heure, l'intelligence artificielle. On vit effectivement une révolution technologique et pour la première fois, on est vraiment à un niveau égal. Je veux dire, tous les continents sont au même niveau. Donc l'Afrique a une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir effectivement se mettre à ce niveau. On l'a vu effectivement, elle a même dépassé dans certaines matières dans le mobile banking. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que l'intelligence artificielle va quand même détruire certains emplois. Mais d'autres vont être créés. Puisque l'intelligence artificielle, effectivement, on dit que va remplacer effectivement des postes à des tâches répétitives. Mais c'est important pour nous, via la fondation 10 000 codeurs, de parler à ces jeunes. Aujourd'hui, on est dans différents pays, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, le Maroc, la Tunisie. Très prochainement, on a encore 2 autres pays qui vont nous suivre. Et c'est important de pouvoir sensibiliser à ces métiers du numérique. Parler aux jeunes pour leur dire, écoutez, voici tel et tel métier très porteur. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, l'Afrique va, en termes de croissance démographique, va se développer, se multiplier
On va à la fin de ce siècle, on sera plus de 2 milliards 500 millions. Donc une matière grise très importante, une moyenne d'âge très jeune. Et nous, avec Douglas, on parle de diamants bruts. Il y a 700 millions de diamants bruts qu'on peut exploiter, entre guillemets, bien entendu, attention. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, ce qui nous a vraiment poussé, c'est au départ cette problématique de ce drame on pense qu'on peut véritablement aider le continent via la formation sur ces nouveaux métiers qui arrivent. 700 millions de diamants bruts, bientôt 1 milliard. Comment on passe de 10 000 codeurs à 500 millions de codeurs? Alors effectivement, on a lancé, on est plusieurs entrepreneurs dans ce réseau d'Imicodeurs. Donc avec nos propres moyens, nous avons lancé des centres de formation. Actuellement, nous travaillons avec le Maroc, notamment avec la PEBI, sur une dimension beaucoup plus nationale. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, qu'il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Je prends un exemple. Le framework React.js, c'est un peu barbare, comme vous. C'est une technologie qui a été poussée par Facebook il y a 4-5 ans. Cette technologie, les écoles n'ont pas encore mis en place un dispositif de formation sur cette technologie-là. Et donc du coup, on essaie de faire un travail de fond pour identifier ces métiers et proposer un programme de formation adéquat. On fait le lien entre l'entreprise, les problématiques en termes de ressources IT et la formation. Merci. Justement, formation, je me tourne vers Joël Courtois, directeur général d'EPITA. EPITA, tu as ouvert, Joël, avec Subdeco Dakar, un campus en Afrique. Quels furent les critères de décision pour s'engager sur un tel projet? Quelle était l'analyse de la situation pour aller ouvrir une succursale d'EPITA à Dakar? Alors, ce qui est bien en intervenant en fin de panel, c'est qu'il y a déjà plein d'éléments qui ont été fournis avant et je vais pouvoir me raccrocher à ces différents éléments d'information qui ont été donnés. On l'a dit pour débuter, le numérique est une chance et un danger pour l'Afrique. C'est un danger parce que si l'Afrique n'est pas dans cette transformation numérique, forcément, elle va se redécaler et repartir vers un chemin qui ne sera pas le bon. Et en même temps, c'est une chance parce que contrairement à beaucoup d'autres industries, il n'y a pas à construire des hauts fourneaux et à investir des milliards pour d'un seul coup se créer une compétence de très haut niveau. On le voit aujourd'hui dans le domaine des startups, créer une startup en informatique, ça demande 2 bons copains prêts à passer leur nuit et leur week-end, et puis vous lancez quelque chose, et vous avez peut-être la bonne idée au bon moment. Donc, on a un terreau qui est un potentiel, une chance énorme, et si simplement on ne fait rien pousser dans ce terreau, là, il y a un vrai danger pour les années à venir. Donc la formation devient quelque chose d'essentiel. Et il ne faut pas croire que le problème de la formation, il est spécifique à l'Afrique. Nous avons des problèmes strictement identiques en France. Quel type de problème? La motivation des jeunes à aller vers ce type de métier. Aujourd'hui, une école comme l'EPITA, nous avons 20 fois plus d'offres d'emploi que nous ne formons d'élèves et nous peinons à recruter les bons profils. Parce qu'il faut trouver des jeunes qui aient une appétence pour le scientifique, pour le numérique, autre que de jouer sur sa console, qui soit prêt à s'engager, à travailler, etc., etc. Et en plus, tu n'as pas de fille. Et la problématique, là, je fais quand même un accro à mon engagement. Je suis signataire de la charte Jamais sans elle, donc je suis théoriquement engagé à ne jamais participer à un panel s'il n'y a pas au moins une femme. Là, je fais un petit accro dans le contrat aujourd'hui. S'il vous plaît, vous ne le mentionnez pas sur Twitter. Du coup, je ne tweete pas, voilà. Et cette problématique d'amener des jeunes vers ces métiers et simplement même vers la notion d'attrait du scientifique, nous l'avons bien ressenti en nous installant sur Dakar. J'ai découvert à cette occasion que 80% des baccalauréats sont des baccalauréats littéraires et que les baccalauréats scientifiques sont finalement très peu nombreux. Ça veut dire qu'il y a une relation à la science et au métier scientifique qu'il faut introduire dans les toutes premières années de l'éducation. Il n'y a pas
une réponse au problème en disant bâtissons des écoles, bâtissons des systèmes d'enseignement à distance et d'un seul coup on va résoudre le problème. Non, non, il y a un problème de société, il y a quelque chose qu'il faut réintroduire de façon beaucoup plus précoce. Une fois que cette sensibilisation va se mettre en marche, effectivement, il faudra des outils. Et là non plus, il n'y a pas de solution unique. Moi, je suis un extrémiste. Mon extrémisme, c'est de haïr tous les extrêmes. Il n'y a pas de solution unique. C'est toujours le blended qui apportera des réponses. Faire des plateformes, des plateaux de formation, c'est indispensable pour de la diffusion de masse. Il faut avoir des outils. Nous avons nous-mêmes sur EPITA, et c'est ce qui nous a aidé à lancer le projet sur Dakar, nous avons numérisé 100% des cours des 2 premières années de classe préparatoire intégrée. Tous les enseignements de maths, physique, algorithmique, structure des ordinateurs, tout a été numérisé. Mais dans un format qui représente à peu près le quart de l'interaction avec l'élève. Les 3/4 restants, c'est-à-dire les travaux de groupe, les travaux dirigés, la mise en projet, les enseignants sont encore là. Et ça donne la grande facilité de pouvoir dire à chaque endroit où nous nous implantons, voici les essentiels, voici les cours essentiels, et nous sommes certains qu'il y a la même diffusion de connaissances, mais ensuite la mise en œuvre doit être locale, doit s'adapter, doit être propre au contexte. Donc voilà un exemple d'approche mixte, enseignement à distance et enseignement présentiel, et moi je suis farouchement opposé au tout à distance. Où est l'humain? Vous allez apprendre à des jeunes pendant des années à travailler seuls en face d'un écran, et vous voulez en faire ensuite des meneurs d'hommes, des meneurs d'équipe, et des gens qui aient une relation au concret, une relation au vivant. Non, il faut avoir absolument ces approches mélangées. Alors, pourquoi Dakar? D'abord parce qu'on y a vu une forte demande de compétences. Et, encore une fois, un paramètre qui n'a pas été spécifié tel quel, on l'a ressenti là dans les discussions, mais je voudrais juste le préciser, la diversité des besoins de formation dans le numérique est énorme. Elle est la même que chez nous. La réponse, ce n'est pas les codeurs. Bien sûr qu'il faut des codeurs, mais il ne faut pas que des codeurs. La réponse, ce ne sont pas les ingénieurs. Bien sûr qu'il faut des ingénieurs, mais pas que des ingénieurs. Donc il y a une diversité de panels, et heureusement, qui va permettre aussi de répondre à une diversité de profils de jeunes qui s'intéressent au métier. Tout le monde n'a pas envie de passer 5 années d'études très exigeantes pour devenir ingénieur. Il y a aujourd'hui des formations au code où en 3 mois, vous êtes un brillant développeur sur quelques outils et vous avez un job qui apparaît immédiatement. Il faut simplement garder en tête que quand on est dans ce type de formation, on aura à se reformer régulièrement. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, l'outil, l'environnement auquel on vous a préparé n'existera plus. C'est la loi du numérique et de cette transformation perpétuelle. Donc il faut simplement être dans un état d'esprit d'ouverture, avoir eu les bons soft skills d'apprendre à apprendre pour se dire c'est normal, je dois me reformer, je dois repartir vers quelque chose de différent. Donc ça fait beaucoup d'éléments par rapport à des modèles classiques où je vais à l'école, j'apprends et puis après je bosse, c'est fini. Non. Nous savons bien que la formation continue est quelque chose d'essentiel. Et parmi ceux qui sont déjà dans les entreprises, pourquoi ne pas faire, pour parler bien français, du reskilling? Pourquoi ne pas aller chercher des personnes qui sont déjà en poste, qui ont des compétences dans des domaines où peut-être l'emploi n'est pas aussi bien assuré, et là aussi aller apporter des offres de formation. Donc, vous voyez, la diversité à la fois des besoins, la diversité de l'offre. Dakar, c'était aussi un point où on voyait de grandes entreprises s'installer et venir nous voir en disant mais c'est bien, on a l'intention de s'installer, on a l'impression de créer 200, 400, 1000 emplois, mais je trouve pas les ressources de base. Je fais comment pour les approcher? Et voilà, on le citera pas, il y a un grand sponsor là de l'événement, dont le nom est en haut de l'affiche, qui est venu nous voir dans cette démarche en disant comment faire pour avoir des codeurs, des ingénieurs, des chefs de projet qui soient capables de répondre à cela. Donc, nous avons trouvé un partenaire local. La difficulté de structure, c'est que si l'on regarde comment la France pourrait s'impliquer, quand vous êtes une université, il faut travailler à un niveau étatique avec d'autres universités. C'est long, c'est compliqué. Il faut des accords, il faut des ressources de financement public, c'est difficile. Quand on est une petite structure privée, on est agile, on peut réagir très vite, mais on n'a strictement rien à investir. Moi, j'ai un statut associatif, j'ai rien dans le fond de la maison, donc il faut trouver des partenaires locaux. C'est ce que nous avons pu faire avec Subdeco Dakar, qui nous a, du jour au lendemain, mis à disposition des locaux, des salles, des machines, et la chose a pu commencer très vite. Donc je crois qu'il faut beaucoup d'initiatives, beaucoup de petits ruisseaux pour alimenter le fleuve, ne pas s'imaginer qu'il y aura une solution unique. Les besoins sont là,
Le tournant, c'est maintenant qu'il faut le prendre, il ne faut pas le louper, et que chacun est en tête qu'à à son échelle, il peut encourager des événements. On l'a vu avec les codeurs, on le voit avec d'autres petits événements comme le d'autres. La petite sœur d'Epita, qui s'appelle Epitech, s'installe sur le Maroc également. Il faut favoriser toutes ces actions, parce que le besoin est multiple et que les opportunités sont aussi multiples. Oui, merci Joël. J'ai une question là, en forme de conclusion de cette anatomie de la situation que nous avons essayé de brosser pour toi Joël, mais également pour Redouane. J'ai rencontré la directrice générale, ta collègue d'une école d'ingénieurs informatiques de Tunisie. C'était il y a un mois au Forum international des DSI en Tunisie. La description qu'elle m'a fait de ce qui arrivait à ses étudiants m'est apparu très malheureux. La moitié de ces promotions et les meilleures quittent la Tunisie pour aller travailler en Europe. Comment fait-on aujourd'hui? D'abord, est-ce que le constat il est systémique? Et comment fait-on? Vous savez, plus de 30% des étudiants de l'EPITA à Paris quittent la France pour leur premier job. Oui. Non, mais d'accord. Il y a... Alors Il y a un besoin mondial. Je crois qu'il y a quelque part redonner du sens aussi. Et ça, c'est quelque chose auquel nous nous attachons. Redonner du sens à ce que l'on fait et l'introduire dans la formation. Pas seulement de l'éthique, redonner du sens. Dire à un jeune aujourd'hui, lui passer un seul message, celui qu'il va voir tous les jours, allez travailler chez Google, c'est beau, c'est merveilleux, les distributeurs de coca gratuits, et vous allez travailler dans un environnement exceptionnel. Est-ce qu'il faut vraiment matraquer ce message-là? Vous savez, à l'école, je fais des forums où viennent des grandes entreprises, mais je fais aussi des journées de forum pour les startups, en disant apprenez à prendre des risques. C'est bien de prendre des risques, pas seulement de rentrer dans des grandes boîtes, dans des grandes structures. Apprenez à vivre le risque, et surtout quand vous avez 22 ans, 23 ans, vous sortez de l'école, attendez pas d'être marié avec 15 gosses pour prendre des risques. C'est maintenant qu'il faut le faire. Mais je fais aussi des journées dédiées à travailler au service de l'État. Pourquoi? Parce que travailler pour un ministère, travailler pour une grande administration, c'est une autre aventure. On sait que de toute façon, on ne part plus pour des carrières à la japonaise. Je rentre à 15 ans et j'en sortirai à 70. On sait que l'on va tous évoluer vers des métiers très différents, des entreprises très différentes. Donc, donner du sens aux aventures. Et quelque part, on arrivera peut-être à se dire que ces jeunes Tunisiens n'aient plus forcément envie de partir, mais aient envie de servir leur pays, d'y consacrer 4 ans, 5 ans, pas toute leur vie, vous allez les déprimer, autant que des Français, de dire vous allez travailler dans une administration française toute votre vie, mais rebondissez, saisissez les opportunités et donnez du sens. Oui, Redouane. Ouais, effectivement, il y a une vraie problématique de fuite de cerveau, c'est clair. D'ailleurs, au Maroc, on le vit. Fortement, ça fait la une de l'actualité aussi, en Tunisie aussi. Enfin, tout pays qui forme bien. Donc, du coup, des pays, il n'y a pas que la France, il y a même l'Espagne, le Portugal, le Québec. Ici, si on mis tous, parce que, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, on vit une révolution technologique. Des grands ténors de l'informatique font la promotion de technologies et donc du coup toutes les entreprises s'y engouffrent et donc du coup assèchent le marché. Puisqu'on n'en trouve pas en France ou au Portugal ou ailleurs, on va les chercher là où effectivement on peut en trouver. Donc pas forcément pour des raisons de coût, mais pour des raisons de compétences. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui avec la PEBI, on a une démarche vraiment nationale, puisque le ministre de l'économie numérique, mon RF de l'ALAMI, a effectivement compris qu'il était urgent d'agir. Et nous travaillons en collaboration avec la PEBI afin de pouvoir mettre en place un modèle de génération de ressources IT. Bien entendu, de manière agile. Parce qu'aujourd'hui, la technologie ou les profils IT qui sont demandés à l'instant T, aujourd'hui, ne seront plus le cas d'ici peut-être 1 an, voire 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres technologies qui vont arriver, dans lesquelles les entreprises sont dans un modèle time to market. Elles doivent développer, parce que la mondialisation, il faut pas être has-been, il faut développer avec les dernières technologies. Donc forcément, ça demande des compétences. Mais ces compétences-là, il faut les former, je dirais, au regard du marché. Merci.
Je peux Ah oui, allez-y sur cette question. Effectivement, elle est importante. Hein, je suis d'accord. C'est une question qui interpelle tout le monde. Nous aussi, en Algérie, on souffre de départ quotidien, quoi, des compétences et tout. Et moi, je pense que le premier élément dans la psychologie de l'organisation de l'entreprise qui attire l'individu, c'est le salaire, hein, c'est les gains. Donc le premier, c'est un petit peu les gains, si je peux dire, c'est 80, sinon 70%, ils partent parce qu'ils gagnent mieux. Et ensuite, il y a le sens, il y a qui manque, il y a l'environnement aussi qui n'est pas favorable et tout. Moi, je pense qu'il faudrait les solutions. Alors, les solutions, il faut les créer, comme vous dites tout à l'heure, c'est stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de compétences qui peuvent être récupérées et qui peuvent fournir le même travail. Pourquoi? Parce que si on part d'un principe qu'un certifié Oracle en Europe par rapport celui du Maghreb par rapport à l'Européen qui font le même travail, il est à 1/5 de salaire. Si on descend encore au Cameroun, on le retrouve à 1/10 de salaire. Et ça pose un problème. Donc le stratégique, c'est comment faire que tout le monde peut fonctionner ensemble, que ce soit sur des projets ou et qu'on fait élever un petit peu les revenus qui sont tirés pour qu'ils puissent rester chez lui, quoi. Voilà, je pense, hein, c'est une des solutions, parce que sinon ça pose toujours le problème, il restera. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, on voit bien et on en parle beaucoup de la migration des bateaux par bateau, mais on n'en parle jamais de la migration des compétences, alors qui sont aussi importants. Voilà ce que je peux dire. Merci. Oui, Monsieur Kahn. Oui, un tout petit point là-dessus pour dire qu'on est aussi un peu influencé par la logique des relations entre l'Europe et l'Afrique. Il y a deux mouvements. Il y a le premier mouvement, c'est la relation entre l'Europe et l'Afrique. Mais il y a un deuxième mouvement, c'est la relation à l'intérieur de l'Afrique. Je pense que les petits jeunes qui ont des compétences, qui partent, c'est un épiphénomène, si on regarde ça globalement, par rapport à la masse des jeunes qui en ont envie, qui sont en Afrique, qui font énormément de choses. Nous avons organisé un concours récemment qui va être finalisé début décembre sur les applications mobiles e-commerce. On a des jeunes très compétents qui sont là-bas et qui travaillent, qui font un excellent boulot, qui ont envie juste d'être accompagnés. Et donc, il ne faut pas aussi qu'on soit déformé par cette relation-là et qu'on oublie que l'Afrique, c'est un continent qui vit et qui avance. Ah oui, tout à fait, on n'en doute pas. Donc il y a des compétences internes qui sont là-bas, qui n'ont envie que d'une chose, c'est qu'on les accompagne. Et donc c'est pourquoi j'ai dit, il faut pas être dans l'effet de Google ou bien simplement. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train de fonctionner. Vous prenez le M-Pesa, c'est une application qui n'a pas été protégée comme il faut malheureusement, mais c'est une application 100% kenyane qui fonctionne très bien dans presque tous les pays d'Afrique de l'Est. Donc je pense qu'il y a aussi là, même au niveau des décideurs, au niveau des concepteurs, comme ici, dans cette salle, il y a aussi peut-être un changement de mentalité à regarder. D'accord. Je vous remercie. Pour avancer, nous allons passer à la deuxième séquence de cette table ronde, et en essayant d'esquisser quelques pistes de solutions, hein, ça a déjà été un petit peu le cas dans la première partie, mais là, nous allons essayer d'approfondir. Et je vais demander tout de suite à Redouane de nous expliquer sa vision de la révolution de l'éducation et de la formation en Afrique. Donc, quels sont selon toi les grands équilibres qu'il va falloir travailler pour permettre de répondre à ce défi de l'éducation? Alors, déjà, via la fondation Dimi Coder et cette bienveillance dans la formation, dans la sensibilisation, dans l'écoute aussi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les mardis matins, le bureau du président de Dimi Coder Côte d'Ivoire est ouvert pour écouter les jeunes, parce que c'est important, effectivement, de conseiller, mais c'est important de remonter l'information sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on arrive aussi à faire fédérer des experts de différents horizons technologiques, donc via ce qu'on appelle le réseau d'experts Dimi Coder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des technologies qui sont en train d'émerger, dont nous avons besoin de compétences et d'experts. Et là, naturellement,
grâce à cette bienveillance, nous arrivons à faire adhérer des experts dans notre mouvement. Donc du coup, effectivement, pour revenir à la question, c'est pour nous un levier important. Le fait d'avoir un réseau, aujourd'hui, on a plus de 200 experts d'Imicodeur, 200 experts. Attention, juste, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. d'Imicodeur, c'est une marque. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on formera encore des codeurs. On s'adapte. C'est important, ça, on en a parlé. Voilà, on en avait parlé l'année dernière. Et j'avais beaucoup apprécié ta remarque l'année dernière. Et d'ailleurs, la maturité, d'Imicodeur évolue dans sa maturité et s'adapte au changement. Demain, effectivement, peut-être on n'aura plus besoin de codeurs, mais l'intelligence artificielle remplacera les codeurs et à ce moment-là, nous aurons besoin de concepteurs. Donc c'est important. Donc, faut coller à la réalité du terrain, non seulement des besoins des jeunes, mais aussi des entreprises. C'est ça qui va faire l'équilibre. Très bien, merci. On me fait signe qu'il faut accélérer, donc je vais passer maintenant la parole à Monsieur Kahn. Si c'est Kahn, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, votre vision des 2-3 pistes qui doivent être engagées, des travaux qui doivent être engagés pour permettre d'améliorer cette question d'éducation en Afrique? Le premier défi pour moi, c'est d'abord le système éducatif. Pour moi, clairement, c'est un échec. On a copié un peu, dans les pays francophones, on a copié la France. Vous allez à l'université de Dakar, moi j'ai étudié là-bas, vous avez des amphis où il y a 4000 étudiants qui font lettres modernes. Moi j'aime bien Rimbaud, j'aime bien Baudelaire, mais je veux dire... Après, le problème c'est vous avez 4000 licenciés en lettres, ils ne servent à rien. Je suis désolé. Vous allez dans les amphis de droit, c'est pareil. Donc, on est là, on nous met des titres, là, docteur, licencié, pour des études qui servent à rien. Je veux dire, ça sert peut-être un peu, mais c'est très mal orienté. D'abord, revoir le système éducatif, de manière à ce que les formations qu'on acquiert, elles sont adaptées aux besoins du marché. Pas le marché, mais aux besoins des Africains. Pour transformer l'agriculture, être dans le numérique, par exemple, être je veux dire, accompagner le processus d'évolution du monde. Déjà, ça, c'est un. Deuxièmement, donc, première chose, une révolution copernicienne du système éducatif. Oui. Dès lundi matin, dès lundi. Peut-être c'est trop gros, mais en tout cas, l'adapter aux besoins des Africains déjà, un. Deuxièmement, aux besoins aussi du marché. Moi, j'ai fait géographie, mais je vois parmi mes collègues avec qui on a fait l'université, il y en a plein, voilà, ils se sont convertis parce que ça ne servait à rien. Et donc, on a mis énormément de moyens dans des domaines qui servent à rien, strictement à rien. Je veux dire, c'est bien d'apprendre les poèmes, la fable de La Fontaine et tout. C'est bien de parler français et tout, mais je veux dire, concrètement, ça ne crée pas un emploi. Ça veut dire, il y a plein de domaines où il y a presque personne. Vous prenez l'apprentissage, c'est pareil. La menuiserie, la transformation industrielle, des choses comme ça. Deuxièmement, il y a aussi le fait de miser sur les jeunes. Ça manque beaucoup. Et je lance un appel à Mohamedou de nous aider dans des réunions comme ça à faire venir des jeunes du terrain. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont les manettes maintenant. Nous, on ne se rend pas compte, mais nous, même là, la plupart d'entre nous, on est dépassés. Donc, essayez de les écouter, de voir qu'est-ce qu'ils proposent pour qu'on avance. Et donc, je lance aussi un appel aux directeurs là. Je sais qu'ils font énormément d'efforts. Si vous voyagez comme ça, amenez des jeunes de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Parce qu'ils ont énormément de potentiel, ils ont des solutions. Et le troisième défi, c'est le défi du financement. Quand on a une idée, quand on veut avancer, on a besoin d'être accompagné. Donc moi, je vois plein de structures qui sont nées, les agences de régulation, les agences de services universels. Je leur demande, qu'est-ce que vous faites pour intégrer les jeunes dans le numérique?
Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mentorez? Est-ce que vous coachez? Est-ce que vous accompagnez? Parce que c'est ça il faut qu'on soit un peu plus pratique. Je m'excuse, j'aime la France, j'adore parler le français, j'aime écrire aussi en français, mais il y a des choses, je veux dire, c'est pas dans l'utilité immédiate et ça peut être amélioré. Je sais que même ici, on a les mêmes défis. Je sais que voilà, les défis sont partout les mêmes. Mais je pense qu'on est tous dans la même barque. On est tous un peu surpris par cette révolution numérique. Au début des années 90, il n'y avait pas d'email. Donc c'est nouveau et tout le monde a les mêmes problèmes. Mais en Afrique, il y a beaucoup plus d'acuité et c'est lié d'ailleurs au fait qu'on réinvestit mal les ressources provenant du numérique. D'où ce retard par rapport à l'accès, d'où ce retard par rapport au coût. Le coût pour acheter un ADSL, c'est 10 fois plus en France qu'au Sénégal. Donc voilà à peu près, je pense qu'il y a des défis comme ça. Je vais finir par reprendre un journaliste français qui a dit « Il ne faut pas que nos moyens de vivre compromettent nos raisons de vivre ». Le TIC, c'est un outil. Absolument. C'est un outil, n'oublions pas l'humain, n'oublions pas ses besoins. Donc allons d'abord écouter ce que les gens ont besoin, au lieu de venir avec des idées lumineuses, mais qu'on ne pourra jamais appliquer, ou bien, voilà, c'est ça. Et en Afrique, le problème actuel, c'est que si on ne fait pas attention, on s'en prendre plein la gueule, on va aller à côté. Absolument, oui. Merci. C'est le risque. Le risque, en un mot, enfin en quelques secondes, parce que nous sommes pris par le temps, je suis désolé, Mohamed Saïdi, quelle est la mesure phare? Vous avez une baguette magique, quelle est la mesure phare pour l'éducation au XXIe siècle, en Algérie, au Maghreb et en Afrique? Quelle est-elle? Moi, je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur, mais je pense qu'il faut former utile aussi. Ça veut dire la formation. D'abord, il ne peut pas y avoir une bonne formation si elle n'est pas basée si elle n'est pas conçue sur une bonne pédagogie. Ça, c'est le plus important, parce que sinon, on va former, comme il dit, on va former des gens qui ne trouvent ni du boulot, qui ne savent même pas écrire un CV. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est que aussi, c'est qu'il faut former des gens qui sont utiles à la société. Pourquoi? Parce que si on forme selon l'employabilité toujours, ben, comme a dit un grand économiste algérien, on ne va plus avoir ni Victor Hugo. C'est ce que disait Cissé Khan également. Oui, bon, vous êtes d'accord. Voilà à peu près. Donc, former uniquement pour qu'il soit employable du jour au lendemain, c'est un peu difficile. Le troisième point, c'est qu'il faut former des entrepreneurs aussi, des gens qui peuvent décider sur leur sort. Pourquoi? Parce qu'on forme et on attend à ce que l'État nous donne du boulot, à ce que la société nous donne du travail, il faudrait que l'université ou l'école forme des gens qui peuvent compter sur eux-mêmes d'abord, avant de compter sur le quatrième élément aussi. Le défi qu'il y a, c'est que l'avenir, l'école qui va venir, c'est une école, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est payante. Ça veut dire les experts disent que 40% seront pris en charge par l'individu, par les parents, 30% par l'État et 20% ou 30% par l'entreprise. Et donc, payante, ça veut dire que l'Afrique ne peut pas faire face. Il faudrait qu'il y ait des aides importantes pour que les Africains puissent avoir du savoir qui est moins cher ou bien gratuit. Nous, on a, dans une association mondiale, on a toujours bataillé pour que Internet soit gratuit pour les écoles, pour l'enseignement. Il faudrait qu'Internet soit gratuit. On ne peut pas se permettre des gens qui n'ont pas accès à ce savoir et qu'on leur demande de payer pour apprendre et pour vivre dans une communauté. On va les rater, ces gens-là, si on ne les met pas à niveau, au moins sur le premier plan, ensuite sur le secondaire, ensuite au moins leur permettre de... Voilà, grosso modo, c'est qu'une formation qui est adaptée, une formation qui
qui est prise en charge pour les démunis gratuitement, et une formation qui répond aux besoins à 80% de l'entreprise, mais surtout aux besoins de la société pour qu'ils vivent dans une société en harmonie. Voilà. Merci beaucoup. Joël, toi, tu réfléchis très très concrètement à ces mesures, à travers ton activité dans l'enseignement supérieur, ces défis de la formation, et dans ce cadre de collaboration avec l'Europe. J'avais vu un chiffre, la France, dans son aide au développement pour l'Afrique, c'est uniquement 2,5% qui vont vers l'éducation. Je ne sais pas si ce chiffre est vrai, mais ça paraît très faible, justement, pour répondre à ces défis. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, je vais rebondir sur des choses qui viennent d'être dites. Effectivement, il faut distinguer la formation de ce qui est la formation de l'humain, de l'être, de sa culture, des langues, de son histoire. Il y a une formation qui doit être donnée à tous, qui n'est pas forcément liée à l'emploi, au contraire, même qui doit être dissociée de l'emploi. C'est une formation qui doit être gratuite, qui doit être donnée par la nation à ses enfants pour justement aller dans cette orientation de donner du sens à ce que l'on fait. Et puis il y a une deuxième formation qui est la formation à l'emploi. Et qui, la première ne doit pas faire disparaître la deuxième. Les deux, à un moment, doivent commencer à apparaître, à se faire des chemins, des liens. Et la formation à l'emploi, j'aurais une position complètement différente. Lorsque vous achetez une voiture, vous trouvez normal de payer la voiture parce que vous allez rouler avec. Personne ne vous dit, tu paieras quand tu vas rouler. De la même façon... Ça va venir, hein? Ça y vient. De la même façon, on a vu se développer l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quelque part l'entreprise qui dit « j'ai ce besoin, j'ai ces besoins de compétences, mais j'investis tout de suite ». Et donc, on n'a plus à payer avant cette formation, cet outil, on n'a plus à payer des écoles. Moi, ça me déprime de voir le coût de mon école. Je coûte horriblement cher. Et pourquoi je pousse à fond à développer l'apprentissage pour que les jeunes qui nous rejoignent ne payent plus rien, mais simplement, ils acceptent le deal d'être moins payés pendant les années où ils sont en apprentissage, ils ont un salaire mais qui leur permet de vivre en étant dans un statut proche de celui de l'étudiant. Mais pendant ce temps-là, ils ont les ressources pour vivre, la formation leur est payée par l'entreprise. Et ce qui manque encore un petit peu quelque part, peut-être, c'est l'engagement derrière. Beaucoup d'entreprises nous disent on ferait plus d'apprentissage si on savait que derrière le jeune va rester 2-3 ans chez nous, qui un salaire normal, mérité lorsqu'il passe sur un plein temps. Mais ces mécanismes-là ne sont pas suffisamment développés, et développer cette forme d'apprentissage, c'est répondre à tous ces acteurs, toutes ces entreprises qui nous disent « je manque de compétences, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas recruter ». Allez-y, mais commencez tout de suite à investir dedans. Donc demain, pour répondre à ta question concrètement, que pouvons-nous faire? Si demain, je retrouve un panel d'industriels qui nous dit, moi je prends en charge la formation, j'en prends 10 chacun, j'ai une promotion là de 60 élèves qui sont prêts à démarrer demain, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, j'y vais. Mais il ne faut pas me demander d'y aller à perte. Je ne peux pas demander à mes étudiants français de financer des développements en Afrique. Je ne demande rien à l'État, j'ai jamais rien demandé à l'État. On perd plus de temps et d'énergie que ce qu'on y gagne. Mais je ne peux pas non plus le faire à perte. Et je me vois mal arriver en demandant à des étudiants africains, pendant 3 ans, 5 ans, vous allez payer 5-6 000 euros par an pour vous préparer à l'avenir. La réponse, ça ne marchera pas. Donc ce lien-là, c'est une collaboration à monter, c'est un changement du paradigme de la formation professionnelle où les entreprises s'impliquent tout de suite et pas seulement en attendant que le bébé soit arrivé et préparé et formé, elles s'y impliquent tout de suite. Alors c'est sûr qu'un apprenti la première année, il vous rend moins de services que la deuxième et moins que la troisième et moins que la cinquième. Mais au final, je crois qu'on y est vraiment gagnant. Donc mettons en place ces paradigmes-là et puis nous on est prêts à y aller. Merci beaucoup Joël. Alain Ducasse, en forme de conclusion de cette deuxième séquence, avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, quelles seraient les recommandations que vous pourriez nous donner et ce qu'il faudrait faire de votre point de vue, faire émerger des réponses à ces défis de l'éducation en Afrique? Et pourquoi pas, dès lundi matin, pour ceux qui rentreront dans leur pays, à mettre en place? Vaste tâche. 2 idées tout de même. La première, qui résulte un peu de ce qu'on a dit. La première, c'est le décloisonnement entre l'enseignement et l'entreprise. Quand on a des profs qui forment des élèves mais qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, derrière, ça donne l'étude que, par exemple, l'UTICA vient de faire en Tunisie, où il dit « mais pourquoi les gens qui sont formés, on ne peut pas les embaucher ?» Et on découvre qu'il y a des domaines, ils ne savent pas parler anglais, ils n'ont pas de savoir-être. Et donc, ce décloisonnement entreprise
Éducation, je pense, est une des mesures importantes. La seconde que j'ai sentie, c'est, on a tous parlé d'éducation à court terme et à long terme. À court terme, il faut des gens qui savent faire quelque chose qui soit efficace, qui savent faire du codage, qui savent qui répondent à un besoin. Mais sur le long terme, on a tous parlé d'un besoin d'adaptation, d'un besoin de forme. C'était la conférence de tout à l'heure, l'intelligence générale de l'homme. C'est celle-là qui fait un peu la formation à long terme. Et moi, ce que je dirais comme piste peut-être de réflexion, on a parlé aussi de la fuite des cerveaux. Moi, je crois beaucoup je crois même qu'une entreprise du Nord qui ne travaille pas avec une entreprise du Sud est condamnée. On a des tarifs trop élevés. On a une complémentarité Nord-Sud au niveau des entreprises, au niveau d'un certain nombre de choses. Et j'irais même plus loin. Je dirais que notre monde aujourd'hui, on fait face à des problèmes énormes sur l'environnement, tout ce qu'on veut, parce qu'on a privilégié l'efficacité, c'est-à-dire le court terme. On a privilégié une partie du cerveau qui est celle qui travaille sur l'efficacité, la rationalité, etc. L'autre aspect, c'est celle de la relation. Parce que sur le long terme, ce qui paye, c'est pas d'être efficace tout de suite au rythme de pousser les voisins et de les gêner. Ce qui paye aussi à long terme, c'est que quand on agit, on crée un réseau de relations efficace qui permet que ça dure. Et là, je crois aussi que l'Europe a à apprendre de l'Afrique, parce que le travail collaboratif, le dialogue de la société, on a quelque chose à apprendre et on a nous aussi besoin d'apprendre quelque chose de l'Afrique. Merci Alain. Alors tout de suite, justement, le dialogue est instauré avec la salle. Il y a plein de bras qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des jambes pour amener des micros à ces bras? Merci. On n'aura pas beaucoup de temps, donc... Oui, mais on va en prendre quelques-unes. 2-3 questions. Ah, 2-3 questions, voilà, très bien. Sinon, on aura question très courte, réponse brève. Alors, bonjour. 3 questions. Alors, Nour Boakline, je suis consultante en Afrique et je suis de nationalité tunisienne, et donc j'aimerais rebondir et compléter un peu par rapport à cette fuite de cerveau. Présentée ainsi, on a l'impression que c'est une vraie problématique pour l'Afrique. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. La fuite des cerveaux, c'est également une chance pour le continent. On ne peut pas empêcher à des jeunes de partir et d'avoir une expérience internationale. Au contraire, c'est une richesse. C'est une richesse d'avoir des jeunes qui ont cette ouverture vers l'international. Et le grand défi de nos pays africains est de garder ce pont avec cette diaspora africaine, ces jeunes qui partent pour qu'ils puissent contribuer aussi bien à court terme dans le développement de leur pays. Aujourd'hui en Tunisie, par exemple, le poste des devises, le plus important, c'est la diaspora. C'est pas le tourisme. Ce sont les personnes qui vivent à l'étranger qui nous ramènent le plus de devises à court terme, mais également à long terme pour qu'ils puissent contribuer à leur pays. Et aujourd'hui, on parle de repat, et la diaspora qui part pendant quelques années et qui revient sur le continent. Donc, au contraire, moi, je vois une chance et une opportunité à cela. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, allez-y. Oui, bonjour, je suis Ftah Houzani, je suis président du REAGE, le réseau des Algériens, des cadres et entrepreneurs algériens issus des grandes écoles et universités françaises. Et à titre professionnel, je travaille chez Ernst & Young, je suis senior advisor au niveau de la région Europe, Maghreb, Afrique. Mais j'interviens pas du tout à ces titres-là, j'interviens à titre d'enseignant parce que j'enseigne en parallèle de mes activités. Alors, en 2 mots, il y a 20 ans, j'étais en mission en Inde. J'ai eu la chance de rencontrer dans un séminaire le ministre de l'Industrie. Il nous a fait un cours de stratégie. Il nous a dit, dans moins de 15 ans, l'Inde sera le premier fournisseur de services numériques au monde. Vous connaissez l'histoire. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Khan. Vous avez oublié un fabuleux levier sur lequel peut-être vous vous êtes passé en filigrane, c'est la diaspora africaine. La chance de l'Afrique, c'est la diaspora africaine, la diaspora africaine, la diaspora africaine. Maintenant, sur 3 sujets très rapidement, parce qu'il faut que tout le monde puisse parler. Oui, ça serait plutôt une question plutôt que la continuation de la table ronde, si vous voulez bien, monsieur. Oui, c'est vraiment sur 3 points. Très important. C'est le premier point, et là effectivement sur ce qu'a dit M. Khan, sur la formation. Je pense, et c'est aussi une question que je vous adresse, le problème n'est pas les formations à la géographie ou à la littérature, le problème c'est l'employabilité des gens qu'on forme. Le deuxième point qui est fondamental, et je terminerai
là-dessus, c'est, mademoiselle vient de l'esquisser, c'est le problème de la mobilité. Je pense, et c'est aussi une question, que la mobilité des jeunes africains, que ce soit pour les études ou pour le travail, c'est aussi une énorme chance pour l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Alors maintenant, si on pouvait avoir une question, ça serait gentil. C'est à vous de choisir. Hein. Comment? C'est à vous de choisir, parce que là, je ne veux pas m'attirer. Voilà, des femmes. Mais alors une question. Alors, madame. Bonjour à tous. Moi, je tiens à remercier déjà le panel pour toutes ces interventions très riches, aussi bien les unes que les autres. Moi, je veux juste rebondir sur un seul petit point, qui est quand on parle de la jeunesse, depuis tout à l'heure, c'est notre sujet apparemment primaire aujourd'hui, c'est quand on parle de la formation professionnelle, il y a un point très important auquel on ne pense pas forcément quand on prépare nos supports de formation ou autres, c'est que oui, on doit connaître deux éléments très essentiels, qui sont l'entreprise et le client. Notre client, ce n'est pas l'entreprise qui nous paye ou l'école ou l'institution, c'est le client final qui est le jeune ou le moins jeune, puisque en formation professionnelle, on est bien d'accord, il n'y a pas une limitation d'âge. Donc le point le plus essentiel auquel moi je veux juste rebondir, c'est qu'il faut impérativement travailler quand on est formateur autant que leader et non pas autant que manager. Donc on est censé, un leader, aller chercher l'autre pour le ramener à moi. Donc si je ne sais pas où il est et d'où il vient, impossible de l'emmener là où je veux qu'il arrive. Donc je pense qu'il faut déjà pour les formateurs d'aller faire de temps à autre un tour en entreprise et surtout maîtriser son client final. Donc si on fait des formations pour des jeunes africains, on est censé connaître deux choses très importantes qui sont la culture et le social. Donc si on ne connaît pas les deux sur ces jeunes-là, on ne pourra jamais leur donner ce dont ils ont besoin. Et peu importe le pays pour lequel ils sont destinataires. Merci. Dis donc, Mohamedou, la prochaine fois que tu feras un panel, il faudra mettre toute la salle dans le panel. Je ne donne la parole que s'il y a une question, et ça sera la dernière. Moi, de toute façon, j'ai le micro, et nous, avec les femmes, un engagement strict à poser une question. Non. Nous, les femmes, nous avons décidé de prendre la parole en force dans ce panel, parce que Mohamedou ne nous l'a pas donné. Voilà. Donc, on va la prendre. Hein. Très rapidement sur cette question. Donc très rapidement, votre question. Alors vous êtes... Je suis Madame Karkri, je suis la présidente de la PEBI. Merci. Il a fait par notre ami Erdogan plusieurs fois. Deux remarques très importantes qui n'ont pas été abordées. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la mobilité, l'intérêt, etc. Mais il faut que les choses soient faites d'une manière éthique et structurée. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Je suis en France et je me permets quand même de le dire, parce qu'il y a eu l'instauration de passeports French Tech, il y a un besoin de compétences, c'est très important, on est d'accord, mais il y a quand même des sociétés qui en abusent, il y a des sociétés de recrutement qui n'ont rien à voir avec French Tech, qui viennent dans nos pays, qui prennent des jeunes, qui leur vendent des vents, qui les ramènent en France, qui leur payent 600 € par mois et qui se font payer 3 000 €. Donc s'il vous plaît, il faut qu'on soit tous ensemble pour aller contre ce réseau. Et merci. Merci. Eh bien, ceci... Dernière question pour une dernière, le fond de la salle, en fait. Parce mais t'as vu, et Mohamedou, ton panel pour l'année prochaine sur l'éducation, il est là. Hein, et merci, mesdames. Et je veux bien l'animer aussi. Mais vraiment une question. Oui, une question. Alors, votre question. Merci, Dérard. Je suis directeur d'une business school à Alger. Je travaille avec les écoles en France depuis une vingtaine d'années et je suis prof à l'université d'Alger. Bon, la question que je pose, c'est pratiquement en amont de tout ce qu'on dit là. Actuellement, on est dans une révolution technologique. Et je dis, moi, en tant qu'enseignant, en tant que patron d'une école de formation, on se heurte maintenant à des nouvelles. Il y a des nouvelles formations, donc le monde de formation actuelle ne convient plus. Il y a il faut apprendre autrement. Donc la question, est-ce que les outils sont prêts? À quel coût pour cette nouvelle formation au XXIe siècle? Est-ce que les méthodes pédagogiques sont au rendez-vous pour apprendre aux gens? Et est-ce que les enseignants et les formateurs sont à niveau pour qu'ils puissent suivre effectivement et dispenser les formations qu'il faut? Alors, et enfin, est-ce que les programmes sont adaptés pour être enseignés dans ce nouveau monde avec les nouvelles technologies? Donc, merci.
Joël, tu veux bien répondre? Et puis après, je vous fais... Alors, ce que je vous propose, c'est... Vous allez prendre chacun la parole, une minute, pour répondre à cette question et pour conclure. Voilà, vous voyez, le défi est énorme. Bon, je vais essayer d'être très pragmatique, puisque nous avons eu cette expérience de développer des centaines et des centaines d'heures de cours transformées dans un format du numérique. D'abord, transformer dans un format numérique, ça ne veut pas dire filmer le prof en train de faire son cours. Ça, il y a longtemps qu'on sait que ça ne marche pas. Donc, il y a une transformation complète de la façon de faire passer le message, de transmettre la connaissance. Ça coûte quoi? L'expérience que l'on a là sur les centaines d'heures dont je parlais, c'est qu'un enseignant va consacrer à peu près 35 heures à transformer 1 heure de son cours classique. Donc, en termes de coût, ça coûte vraiment de développer. Faut multiplier par 35 le coût d'une année. Ensuite, des plateformes. Oui, il y a des plateformes pour aller mettre ses cours. Il y a des outils, c'est assez simple. Un enseignant aujourd'hui est capable de réactualiser son cours tout seul. Il a sa petite caméra, il a un outil où il réintroduit ses petites vidéos, il modifie ça. Le prof est capable de le faire tout seul. Est-ce que les profs sont capables de le faire? Oui, ils ont accepté de le faire. Ils se sont battus pendant des années contre le numérique, en disant on est en train de nous piquer notre job, on vous a vu venir gros comme une maison. Pas du tout. Ils ont bien compris que la partie que l'on numérise aujourd'hui, c'est la partie où le prof valorise surtout son dos. C'est-à-dire celle où il est de dos à la classe avec un bout de bras qui gratte avec une craie ou un feutre. Donc c'est cette partie-là que l'on fait disparaître, mais on lui garde la valeur de son enseignement parce qu'il fait l'échange, l'étude de cas, la mise en situation, et c'est uniquement la partie vraiment théorique qui a été numérisée. Voilà des exemples précis d'un retour d'expérience. Merci. En résumé, je dirais il faut transformer digitalement l'Afrique en gardant l'éthique et la responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup, même dans les cadres, moi je connais des ministres même africains qui ont des adresses où ils transmettent des informations sur yahoo.fr, yahoo.com. Et tout le monde sait que c'est des adresses de messagerie qui sont extrêmement, qui sont dans la rue. Donc déjà, au niveau de la décision, avoir un comportement qui puisse garantir la responsabilité, mais aussi les questions de sécurité et de vulnérabilité. Et donc, nous sommes embarqués dans le même bateau, nous avons tous les mêmes problèmes, et ça va très vite, mais il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Et souvent, on se trompe de débat. Merci beaucoup. Allez, monsieur Mohamed. Une minute. Bon, les outils aujourd'hui, comme a dit M. Courtois, donc existent. Encore une minute. Par contre, je dis, est-ce qu'ils sont adaptables le travail qui a été fait, est-ce qu'il est adaptable automatiquement pour nos pays? Je ne sais pas, parce que ici il y a la langue, le problème de langue, il y a le problème de style, parce que il y a aussi en fonction de la communauté qui va recevoir, parce qu'il y en a qui... S'il vous plaît, silence, parce qu'on ne s'entend plus là. Merci. Voilà, donc les outils, comme j'ai dit tout à l'heure, existent. Maintenant, il faut les adapter selon le pays, selon le ministère de l'Éducation, etc. Et tout. Voilà, merci Mohamed. Redouane. Alors très rapide, effectivement, les métiers bougent, la formation aussi, tout le monde l'a compris. Et la clé de réussite, c'est la formation des formateurs. Un formateur qui est bien formé, il pourra transmettre. Après, avec les outils, la plateforme, etc., il n'y a pas de problème. Mais ce qui est la clé, c'est effectivement la formation des formateurs. Merci beaucoup. Alain, la conclusion définitive? Du point de vue des bailleurs, du point de vue de la Banque africaine de développement et les autres, qu'est-ce que c'est les outils? C'est les projets qui nous remontent des pays. Et par exemple, si on prend le contrat des endettements développement de la Côte d'Ivoire, le projet éducation, c'était du béton pour faire des murs des écoles. Donc moi je dis, l'outil, c'est que les projets qui remontent chez les bailleurs comprennent un gros morceau de contenu humain et de contenu dit e-éducation. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos panélistes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à l'année prochaine.